Si tu veux en apprendre plus sur l'électricité que nous avons à la maison, reste avec moi, je vais t'expliquer d'où elle vient et comment est-ce qu'on l'utilise. Reste avec moi. Bonjour, mon nom est Alain Faber et j'enseigne au secondaire depuis une quinzaine d'années. J'aimerais partager avec vous les informations que je sais pour vous aider dans vos cours. Lorsque nous pensons à énergie électrique, nous avons besoin d'une centrale pour produire celle-ci. Alors ici, c'est un dessin qu'on appelle ça l'hydroélectricité. On utilise la gravité de façon à ce qu'on prenne l'eau d'un niveau, on l'emmène à un deuxième afin de faire tourner les turbines ici. Maintenant, on peut utiliser les combustibles fossiles. Les combustibles fossiles, on utilise ceux-ci pour faire fonctionner des moteurs qui font tourner un alternateur qui nous donne l'électricité. Ça peut être l'énergie nucléaire. Dans les centrales d'énergie nucléaire, on utilise l'eau souvent pour transformer l'eau en vapeur et cette vapeur fait tourner les turbines. Ici au Canada, on a des centrales nucléaires CANDU qui utilisent de l'eau lourde ici pour maximiser l'énergie utilisée. Il y a l'énergie solaire. Donc l'énergie solaire est une énergie où, lorsque le rayon du soleil arrive sur une surface, les électrons sont agités et sont énergisés et on utilise ceci pour faire de l'électricité. On utilise cette énergie des électrons. L'hydroélectricité, on en a parlé ici. L'énergie éolienne, ça c'est lorsqu'on a on utilise le vent pour faire de l'électricité. Donc, ça ressemble comme ceci. Souvent, il y a derrière et c'est souvent quelques palettes qui tournent, qui font tourner une turbine ou un alternateur pour faire de l'électricité. Il y a aussi la géothermie. Ceci n'est pas disponible partout, mais on utilise par exemple, en Islande, c'est un excellent exemple où il y a la chaleur de la terre pour créer une différence de chaleur. Donc on peut utiliser soit une différence de pression pour faire tourner les turbines, ou on peut utiliser différentes températures pour pouvoir faire de l'électricité. Et il y a la bioénergie. La bioénergie étant d'utiliser des matières organiques pour faire un carburant pour faire de l'électricité. Donc ça, ce sont des sources possibles. Et je vais voir s'il y a de l'intérêt. Mettez un commentaire en dessous si vous voulez une vidéo sur une de ces sources d'énergie. Ça me fera plaisir de faire ça pour vous. Dans cette prochaine partie, nous allons parler de deux types d'énergie électrique. Donc, c'est encore les électrons. Par contre, les électrons ne bougent pas de la même façon pour différents types d'électricité que nous avons. Alors, voyons voir ce qu'elles sont, ces deux. Le premier, on appelle ça un courant. Ça, c'est le plus facile. Un courant qui est continu. Alors, un courant continu, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on a des électrons dans un fil et les électrons vont dans la même direction. Alors, si on prend par exemple un téléphone ou une lampe de poche, nous avons des électrons qui donnent de l'énergie à l'ampoule pour faire de l'énergie, va retourner à la batterie, on va dire une pile ici. Va retourner aux piles pour prendre de l'énergie et les électrons vont retourner pour faire la lumière. Même chose dans un téléphone. Nous avons une batterie à l'arrière, on a l'énergie, les électrons qui prennent de l'énergie de la batterie viennent à l'avant ici et vont faire de la lumière, peuvent faire du son, peuvent faire des vibrations ou peuvent faire même de la chaleur, dépendant qu'est-ce que l'on fait avec notre téléphone. Et une fois que le travail est fait, les électrons retournent dans la batterie pour faire le travail. Les électrons vont dans une direction. On peut faire un bon travail avec ceux-ci et les technologies s'améliorent beaucoup. Par exemple, on peut avoir certains appareils pour faire le jardinage qui fonctionnent avec des batteries ou des outils, par exemple des perceuses ou des scies. Donc, le travail peut bien se faire. Par contre, ce n'est pas un travail qui peut être à grande échelle ou qui peut être continu. Parce que ici, on a besoin de piles et de batteries qui doivent être rechargées. Alors, les humains ont trouvé une autre façon de faire les choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle
le courant alternatif. Alors, lorsqu'on a un électron, le but de pouvoir, non, la façon d'avoir de l'énergie, c'est de faire bouger les électrons et de leur faire un travail. Par contre, puisque nous utilisons des turbines, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser des aimants pour faire bouger les électrons d'un côté, mais aussi les faire bouger de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que les électrons vont d'un côté, pour un certain moment, reviennent de l'autre, donc il y a mouvement d'électrons, et donc il y a un courant. Maintenant, puisqu'on utilise des turbines et des alternateurs à grande échelle pour avoir plusieurs milliers de volts d'un bout, cela nous permet de pouvoir avoir une grande puissance. Et on va regarder, il y a certaines équations qui peuvent nous aider de cette façon-ci. Alors ici, on peut utiliser l'énergie et comme ça, par exemple, on peut faire fonctionner des ampoules ou des fluorescents à grande échelle. On peut aussi faire fonctionner des moteurs qui peuvent fonctionner toute la journée. Et comme ça, on peut avoir des entreprises qui nous permettent de pouvoir fabriquer des biens de consommation. Alors, pour pouvoir faire ça, on avait besoin du courant alternatif. Donc, lorsqu'on a découvert l'électricité, on avait ici le courant continu et c'est seulement avec l'invention du courant alternatif que notre société a évolué comme nous la connaissons maintenant. Mais bien sûr, pour avoir du courant alternatif, ça nous prend une infrastructure et ça, c'est ce qui coûte le plus cher dans une société, c'est la distribution de cette énergie. Alors, un exemple utile des deux ici, c'est que lorsque nous avons, par exemple, vous connaissez ceci, on connecte. Alors ça, ici, c'est au Canada, on connecte sur le mur pour avoir du courant alternatif. Celui-ci va se rendre à un transformateur. Donc ça, ici, c'est mon transformateur pour mon ordinateur. Donc ici, on a un courant qui est alternatif et celui-ci est transformé et à un autre fil. Et la raison ici, c'est qu'on le connecte sur mon ordinateur et celui-ci permet de charger la batterie. Et donc, on a un moyen ici de transformer l'énergie d'un courant alternatif à un courant continu. Et ça, c'est très utile. Lorsque nous pensons à l'électricité à la maison, il faut aussi penser sécurité. Donc, il y a deux grands moyens de sécurité à la maison et le premier est un fusible. Et ça, voyons voir, la façon que c'est qu'ici, on a un petit morceau de métal qui permet de permettre à une certaine quantité d'électrons de passer. Ce qui est intéressant, c'est que s'il y a trop d'électrons qui passent dans un fil, celui-ci va chauffer. Donc, ça chauffe un peu trop, le fil va fondre et ça ouvre le circuit. Et ça, c'est important pour la sécurité. Ici, il y a aussi dans les voitures des petites fusibles comme ceci. Habituellement, c'est sous le tableau de bord ou à l'intérieur du moteur. Et là aussi, s'il y a trop de courant qui passe, le métal fond et ça ouvre le circuit. Ceci permet de protéger ces circuits. Un autre exemple est, et voici, je vais vous montrer la façon que mon téléphone est fait. Ça ici, c'est une barre de tension et on peut voir qu'ici, il y a un petit interrupteur qui permet de contrôler une surcharge d'électrons. Donc, s'il arrive que j'ai 6 appareils connectés ici et il y a, si on regarde la grosseur du fil, on peut connecter ceux-ci. Par contre, si les 6 sont allumés en même temps, le problème est qu'il peut y avoir trop d'électrons qui passent et cet interrupteur ici, qui est un disjoncteur, permet permet d'ouvrir notre circuit et donc les électrons arrêtent de circuler. Alors, il faut débrancher quelques appareils et on le remet en marche. Et ceci permet de garder en sécurité les circuits dans une maison et bien sûr pour éviter le feu ou autre accident qui pourrait être dangereux pour les habitants de cette maison. En classe, nous avons aussi vu différents types d'ampoules qui nous donnent de la lumière. Et ça dépend bien sûr de la quantité d'énergie qu'on veut utiliser. Dans l'ancienne technologie, nous avions des ampoules incandescentes où nous avions
ici deux, une borne positive et négative avec un métal. Souvent, c'était fait en tungstène et lorsqu'il est chauffé, il brille. La difficulté est que ici, il y a beaucoup de perte d'énergie, car lorsque le petit fil de tungstène rougit, il produit beaucoup de chaleur, donc beaucoup de perte d'énergie. Donc ici, on a, disons, une ampoule. Nous avons aussi des ampoules fluorocompactes. Ça ici, c'est un peu comme un fluorescent qui a été tortillé. Celui-ci, on peut descendre jusqu'à quelque chose comme, je ne sais pas, 11 à 13 watts. Pour la même quantité d'énergie, on a beaucoup moins pour la même luminosité, excusez, on a beaucoup moins d'énergie qui est nécessaire. Et il y a aussi des ampoules d'ailes, ça ressemble à ceci, comme cela, et il y a des DEL à l'intérieur. Ce sont des diodes, et ceux-ci vont encore avoir besoin de beaucoup moins, et ça peut être de 5 à 7 watts ici. Et chose intéressante, c'est que ceux-ci vont durer aussi beaucoup plus longtemps. Par contre, ils coûtent plus cher. Donc, lorsque nous pensons à électricité et utilisation de l'électricité, il ne faut pas seulement penser à la sécurité, il faut aussi penser à l'utilisation et la consommation de cette électricité. Parce que si on peut diminuer la quantité d'énergie utilisée, cela diminue les ressources primaires ou les ressources initiales pour faire cette électricité. Donc, tout le monde y gagne en conservant l'électricité et l'énergie. Lorsque nous parlons de sources d'énergie, il faut garder en tête que les sources d'énergie peuvent être renouvelables ou non renouvelables. Alors, lorsqu'on dit que c'est important de conserver l'énergie, c'est que si on diminue la consommation d'énergie pour faire le même travail, ce qui arrive, c'est que ça nous permet de pouvoir conserver des ressources primaires. Donc, les sources renouvelables, ce sont des sources qui, naturellement, on peut les remplacer assez facilement. Donc, en hydroélectricité, si on a un endroit où il y a des pluies et il y a un réseau fluvial qui fonctionne très bien, ça fonctionne fantastiquement bien. L'autre, c'est l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Maintenant, ceux-ci sont renouvelables parce que, même si on utilise les ressources primaires pour le faire, ils sont régénérés d'une façon ou d'une autre, soit par le cycle de l'eau, soit par le cycle de jour, ou soit par les vents. Par contre, il y a des sources non renouvelables et ceux-ci sont plus faciles à contrôler un petit peu. Et c'est par exemple les combustibles fossiles où on utilise des générateurs et des moteurs. Par contre, on a besoin de pétrole et donc on ne peut pas refaire ce pétrole aussi rapidement qu'il est consommé. Il y a l'énergie nucléaire, donc ça c'est une énergie qui est chimique. Et là aussi, on crée des déchets et on utilise l'élément, soit l'uranium, le plutonium ou autre, et donc c'est non renouvelable. Ainsi que, ici j'ai mis la bioénergie. Quelqu'un va dire, oui, mais si on prend les arbres c'est renouvelable. Ça c'est vrai. Et la question c'est, quel type d'organismes vivants on utilise? Si on utilise des arbres, la difficulté, c'est que les arbres poussent très lentement. Si on utilise, par exemple, soit le maïs pousse rapidement et donc on peut faire de l'éthanol assez facilement. On peut aussi utiliser des copeaux de bois ou des déchets, soit de l'industrie forestière ou l'industrie du papier. Mais bien sûr, la bioénergie, moi, j'aime bien le mettre du côté renouvelable, mais moi, j'aime bien souvent l'utiliser comme... Alors, voyons voir. Bioénergie, lorsqu'on parle des arbres, c'est que les humains utilisent beaucoup trop d'arbres pour la consommation. Mais demandez à votre enseignant ou enseignante ce qu'ils veulent ici. Alors ici, par exemple, le maïs est renouvelable, surtout que dans une saison, on peut avoir une récolte, des fois deux, et on peut faire de l'éthanol pour faire fonctionner des génératrices. Alors sur ce, ça met fin à cette vidéo sur les sources d'énergie, production ainsi que ce qu'on utilise à la maison. La prochaine vidéo sera sur comment est-ce que les circuits sont organisés.